Communication et contre-culture. Romain Pigenel, bonjour. Bonjour. Romain Pigenel, ancien numéro 2 du service d'information du gouvernement, ancien conseiller de François Hollande, aujourd'hui directeur stratégie et communication de l'Institut du monde arabe. Contre-culture et communication, ça vous évoque quoi quand je vous donne ces deux termes ? Ça invoque des fois, déjà pour commencer, une contestation, parce que je pense justement que le concept de contre-culture, il est plus vraiment pertinent. Ou pour reprendre une phrase bien connue, la contre-culture, elle est tout contre la culture classique, parce que justement, sous l'effet d'une multitude de facteurs, et qui peuvent quand même se résumer en grande partie par la révolution digitale, et parce qu'elle a permis en termes d'accès plus facile aux connaissances, à la culture, de facilité de communication beaucoup plus grande aussi, il y a eu une explosion, littéralement, de toutes les barrières qui, auparavant, contingentaient la culture institutionnelle, admise, et puis ces contre-cultures, qu'elles soient musicales, qu'elles soient politiques, qui étaient réduites aux marges parce qu'elles étaient compliquées d'accès, tout simplement, avant l'existence, justement, des autoroutes de l'information, comme on disait, ou du digital en général. Et moi, ce qui me semble caractériser aujourd'hui, justement, la culture dans laquelle on se meut, c'est beaucoup plus l'idée et l'image du bouillon de culture, à savoir une espèce de marmite dans laquelle les influences moyennisées, c'est-à-dire que viennent se mélanger. Il n'y a plus de grandes cultures, de petites cultures, tout est accessible, tout se mélange tout le temps, et ça veut dire aussi que les cadres d'utilisation de la culture, elles explosent. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit qu'il n'y a pas de référence, ou il n'y a plus de références imposées différentes, qu'on soit dans le domaine de la politique, qu'on soit dans le domaine de la musique, etc., etc. Un des éléments qui est là-dessus le plus formidable, c'est de regarder par exemple le devenir du rap, et moi j'aime beaucoup pour ça un exemple récent, qui est celui de l'affaire de l'Octogone. L'Octogone, qui est aujourd'hui une espèce d'expression, de métaphore qui est reprise à tout va, mais qui a une histoire très récente, comme s'en rappellent peut-être les personnes qui nous regardent, il y a un an, un affrontement d'abord verbal entre deux spécialistes français du gangsta rap, en tout cas du rap qui affecte des gangsters, Booba et Karis, qui s'attrapent dans un aéroport, qui se cognent, tout ça est filmé, diffusé en temps réel par tous les moyens que donne aujourd'hui la technologie, à commencer par le smartphone et le streaming. Ça devient donc une petite affaire d'État au cœur de l'été, qui est ensuite une brouille qui continue sur les réseaux sociaux et qui s'achève par la volonté d'organiser un match de MMA, donc sport plus ou moins extrême, plus ou moins marginal et interdit en France. Art martial multiple. Hein. Absolument, voilà, du arts martiaux mélangés même, dont l'octogone est l'emblème, puisque ces matchs-là se passent dans des espèces de cages octogonales, d'où cette expression qui va venir proverbiale et qui s'oppose l'un à l'autre. On va régler ça sur l'octogone sans règle que demande Karis. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que l'expression, justement, en un an et demi, est devenue proverbiale et elle est reprise partout. Je vous invite à faire la recherche sur Google, sur Twitter. Vous allez le trouver dans la bouche de commentateurs télévisés, vous allez le retrouver dans la bouche même parfois d'intellectuels qui s'amusent, et d'hommes politiques, puisque notamment des gens dans les partis extrêmes, mais pas que, une personnalité comme Alexandre Benalla, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui a défié un ministre brésilien en lui proposant un octogone. On a comme ça en un an quelque chose qui auparavant aurait été une culture de marge, qui finit par se retrouver totalement mainstream, comme on dit. Et on comprend ce que ça veut dire comme transformation à la fois de la culture et de l'information quand on compare à ce qui se passait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous aviez déjà deux grands groupes structurants dans le rap français, l'un à Marseille et l'autre à Paris, qui s'appelaient NTM et IAM. Ils ont parfois eu des mots pas traitants de l'un envers l'autre. Il y avait même à l'époque l'histoire qui circulait d'une prise de bec physique dans les coulisses d'une émission, je crois sur Canal+, est-ce vrai, est-ce faux, j'en sais rien, mais ça se disait. Mais à la fois à l'époque, si tant est qu'il y ait une telle prise de bec, elle était invisible du grand public parce qu'il n'y avait pas de personnes en coulisses avec un smartphone pour filmer et pour diffuser. Deuxièmement, la culture rap était contingentée parce qu'elle n'était pas accessible comme aujourd'hui. C'était le début de Skyrock, mais il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas Internet. Donc ça n'intéressait qu'un petit nombre de personnes. Et puis troisièmement, vous aviez la barrière à l'entrée symbolique qui faisait que ce n'était pas convenable de parler de rap ou de le prendre comme un exemple, autre que pour parler des banlieues quand on était un homme politique. Et on n'imagine pas Édouard Balladur et Lionel Jospin s'invectiver en se proposant, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était à l'époque quoi, un ring peut-être, comme Ayane et NTM. Aujourd'hui, tout ça a explosé. Barrières technologiques, barrières symboliques, barrières culturelles. C'est ce que montre cet exemple de l'octogone, et je crois qu'il n'y a pas meilleur paradigme pour voir ce qui a changé en 20 ans et quel est aujourd'hui l'état à la fois de la culture, du numérique et de l'espèce, encore une fois, de grand bouillon de culture qui est entre les deux. Rendez-vous pour une version longue de cet entretien, pour aller creuser un peu l'ensemble de ces points. Merci à vous. Merci.